Elle se tenait attachée à un poteau de clôture usé par les intempéries derrière le saloon, les bras au-dessus de sa tête comme un épouvantail rouillé, pieds nus de la boue jusqu'aux chevilles. Une robe en mousseline déchirée lui collait aux épaules comme du papier mouillé, et ses poignets étaient couverts d'ampoules à cause de la corde grossière qui la coupait à chaque mouvement. Elle avait 12 ans, peut-être moins, était mince, comme un poteau de clôture et plus silencieuse que le vent. Personne ne connaissait son nom, personne ne demanda. La foule autour d'elle riait, crachait, jouait, la plupart n'enchérissaient pas sur elle. Ils étaient là pour les jeux de cartes à l'intérieur, les filles à l'étage, le whisky. Mais lorsqu'un enfant fut attaché à la vue de tous dans le seul saloon de la ville, certains hommes devinrent curieux, d'autres se mirent en colère, et les pires d'entre eux s'intéressèrent. L'un de ces hommes s'appuyait contre un poteau d'attache cassé, mâchait de la viande séchée et plissait les yeux à travers la poussière. « Le fils du joueur » marmonna-t-il. « Il doit quelque chose à tous les hommes de la ville. Il l'utilise pour payer ce qu'il ne peut pas rembourser à la table. » Il n'avait pas l'air surpris. Personne ne l'était. Puis le vent changea et à travers la poussière du sentier arriva un cavalier haut en selle, chapeau usé, manteau effiloché et des yeux qui clignaient à peine. Il s'appelait Jesse James. Il avait 40 ans, était un homme sans fils, sans fille, et possédait un ranch qu'il ne pouvait entretenir sans se briser en deux chaque matin. Jesse ne se rendait pas en ville ce jour-là. Il déposait simplement de vieux outils à aiguiser, peut-être pour récupérer quelques fournitures. Mais lorsqu'il passa la ruelle et l'aperçut, les joues creuses, les bras tremblants sous le poids de la position debout, son cheval s'arrêta avant même qu'il ne le lui demande. Il resta là un instant, la mâchoire serrée, sous la pluie molle, à regarder, à écouter. Une voix forte résonna dans l'air, 12 $ pour la fille. Une semaine de travail ou permanente, à votre choix. Elle est petite, mais elle ne mange pas beaucoup. La fille ne leva pas la tête. La joueuse, maigre, malodorante et sans un demi-sourire, s'approcha d'un pas nonchalant du poteau et tira sur la corde comme si elle menait du bétail. Elle s'est nettoyée, lavée, cuisinée un peu. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air et aussi bête que la terre. Je ne répondrai pas. Personne ne bougea. La foule se dispersa, perdant tout intérêt. Une scène trop laide, même pour cette ville. Puis Jesse descendit de cheval. Il ne regarda pas le joueur, ne parla pas, fouilla simplement dans la poche de son manteau et en sortit un paquet de tissus pliés. À l'intérieur, les pièces de monnaie tintaient. Le joueur plissa les yeux. 15 ? Jesse hocha la tête une fois. « Tu la veux pour la semaine ?»« Non. » « Permanente. » Jesse fit une pause. « Alors, je ne l'achète pas. Je règle juste ta dette. » Le joueur rigola. Même différence. Il jeta la corde dans la terre comme si de rien n'était. « Elle est à toi. » Jesse ne parla plus. Il s'approcha, s'agenouilla et coupa la jeune fille avec son couteau de poche. Ses bras semblaient trop rapides. Elle tituba et il la rattrapa. Pas brutalement, mais pas tendrement non plus. Elle leva les yeux vers lui, surprise, puis s'éloigna rapidement. Pas de larmes, juste des yeux écarquillés et creux qui avaient cessé de réclamer de la gentillesse depuis longtemps. Ils quittèrent la ville sous un ciel devenant gris. Elle ne s'assit pas derrière lui. Il la laissa monter seule sur le mulet, attachée lâchement à son cheval. Elle s'agrippait au pommeau de la selle, les doigts blancs et noueux, et gardait le visage détourné de la route. La poussière s'élevait derrière eux comme des fantômes qui n'avaient pas encore fini de chuchoter. Le ranch de Jesse James se trouvait à 16 kilomètres à l'ouest, niché entre deux falaises rocheuses et encadré de peupliers nus pour l'hiver. La grange était à moitié effondrée depuis la dernière tempête, le toit fuyait encore de celle d'avant. Des poulets erraient en liberté. Un poteau de clôture était tordu près de la porte d'entrée. Jesse n'avait pas eu le temps de le réparer.
La fille assimila tout sans un mot. Il la conduisit dans la maison principale, petite et épurée. Une casserole de haricots bouillonnait sur le poêle, seule chaleur dans la pièce. Une couverture en laine était pliée sur le lit de camp à côté de la cheminée. Il la désigna du doigt. « C'est à toi. » Elle resta là, figée. « Tu as faim ?» Elle hocha la tête une fois. Il versa des haricots dans un bol en fer blanc, cabossé, le posa sur la table. Elle s'assit, elle ne toucha pas à la cuillère. Elle le regarda simplement, comme si elle ne savait pas à quoi cela servait. « Tu n'as pas besoin de le manger vite, » dit-il plus doucement maintenant. Elle prit la cuillère en faisant attention à ne pas renverser. Quand elle y goûta, quelque chose sur son visage tressaillit, pas à cause de la chaleur, mais de la saveur. Il réalisa alors qu'elle ne savait pas ce que cela signifiait de manger de la nourriture chaude en étant assise. Elle ne termina pas, elle dit simplement « Merci » d'une voix qui semblait provenir de sous le plancher. Il ne posa pas de questions. Il ne raconta pas d'histoire. Il alluma simplement une lampe, vérifia le feu et dit « Je ne verrouille pas les portes. Tu es en sécurité ici. » Elle hocha de nouveau la tête mais ne bougea pas. Il sortit pour dételer la mule. La nuit tomba rapidement et le vent souffla fort dans le canyon. Les coyotes hurlaient quelque part au-delà de la crête. Jessie leva les yeux vers les étoiles, se demandant ce qu'il venait d'apporter dans sa vie. Quand il revint, elle dormait, recroquevillée sur le lit, les bras serrés autour d'elle comme si elle était encore attachée à quelque chose. À minuit, une planche du plancher craqua. Jessie s'assit sur sa chaise, la main instinctivement posée sur le fusil à côté de lui. La fille se tenait là, les yeux vitreux. « Ne m'enferme pas dans la grange » murmura-t-elle. Il baissa le fusil. « Je ne le ferai pas, j'ai déjà été enfermée » dit-elle. Silence. Elle retourna à son lit, recroquevillée. Elle ne dormit pas de la nuit, lui non plus. Au matin, le givre couvrait la vitre. Le soleil se leva, orange sang, derrière le faîte, projetant de longues ombres sur le sol de la cuisine. Jessie versa de l'eau dans la bouilloire. Sa main tremblait légèrement. Il se dit que c'était le froid. Dehors, un faucon tournoyait. À l'intérieur, la filleule était toujours sur le lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Jesse James ne connaissait pas son histoire. Il n'en avait pas besoin. Il avait vu assez d'hommes faire pire avec moins de raison. Tout ce qu'il savait, c'est que la première chose qu'elle lui avait demandé n'était ni de la nourriture, ni un non. C'était qu'on ne l'enferme pas. Et peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Elle se réveilla avec le soleil, bien que Jessie ne lui ait pas dit quand se lever. Pas de cloche, pas de cri, juste le rythme naturel d'une fille habituée à être punie si elle n'avait pas deviné juste. La couette avait glissé à moitié pendant la nuit, mais elle n'avait pas bougé. Elle restait immobile, les yeux ouverts, le souffle court, comme si elle n'était pas sûre que la chaleur fût réelle. Jessie était déjà dehors, en train de fendre du petit bois près de la remise. Son manteau pendait à une épaule et chaque coup de hache résonnait dans le canyon comme un avertissement au froid. La jeune fille se tenait sur le seuil du porche, hésitant entre demander la permission ou simplement avancer. Elle ne fit ni l'un ni l'autre. Lorsqu'il la remarqua, il désigna simplement le poulailler d'un signe du menton. Les poules ont besoin de nourriture, du maïs dans le sac. Elle partit sans un mot, pieds nus. Ses orteils disparaissaient dans l'herbe gelée. Lorsqu'il eut fini d'empiler du bois, elle était revenue, les mains rouges de froid, des brins de paille accrochés à sa jupe. Il s'attendait presque à une plainte. Elle n'en fit pas. Elle s'assit simplement sur les marches, les genoux repliés sur sa poitrine, les yeux rivés sur la route, comme si elle guettait quelqu'un qui viendrait la chercher. Ils ne parlèrent pas jusqu'au petit déjeuner. Jessie avait l'habitude de faire du pain une fois par semaine, même si son pain était dur comme une tuile la plupart du temps. Cette fois, il était encore chaud, la croûte dorée,
et son parfum emplissait la petite maison comme un savant mélange. Il en posa un morceau dans son assiette, à côté d'une cuillerée de miel, et l'observa, faisant semblant de ne pas regarder. Elle ne bougea pas. « Tu peux le manger ?» Elle le regarda. « Tout !» Il marqua une pause. « Bien sûr, à quoi ça sert ?» Ses mains planèrent sur le pain comme s'il risquait de disparaître si elle le touchait mal. Elle en déchira un morceau, le porta lentement à ses lèvres, puis s'arrêta. « Je devrais en garder pour plus tard ?» Il se renversa en arrière, laissant sa chaise craquer sous son poids. « Il y en aura d'autres plus tard. » Elle le fixa du regard. Pas vraiment méfiante, il n'insista pas. Il se leva simplement, se servit un café et regarda par la fenêtre, comme si la terre pouvait apaiser la douleur qu'il ne pouvait nommer. Après le petit déjeuner, elle balaya le sol 3 fois, même si ce n'était pas nécessaire. Elle frotta le fond noir du poêle jusqu'à ce qu'il brille comme un miroir. Elle replia sa couverture 2 fois avant le crépuscule. Jessie essaya de lui dire qu'elle n'était pas obligée, mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, ses yeux s'écarquillaient comme si elle s'était préparée à une ceinture qui ne venait jamais. « Elle ne sait pas quoi faire du pain chaud », murmura-t-il pour lui-même ce soir-là. Ni du silence. La semaine suivante, ils prirent un rythme. Pas de réconfort, juste une routine. Elle le suivit lorsqu'il vérifia la clôture, suivant le rythme du mieux qu'elle put. Lorsqu'elle trébucha sur une pierre et s'écorcha le genou, elle serra les dents et continua son chemin. Il s'arrêta, lui tendit un chiffon et dit « Ce n'est pas une honte d'avoir mal. » Elle hocha simplement la tête, essuyant le sang en silence. Le 4e soir, il la surprit dehors, près de la grange, recroquevillée sous une brouette, non pas endormie, juste cachée. Lorsqu'il lui demanda ce qu'elle faisait, elle murmura « Juste vérifier quoi ? Si la porte est verrouillée de l'extérieur », dit-il en s'accroupissant à côté d'elle à voix basse. Ce n'est pas le cas. Rien ici ne l'est. Elle ne répondit pas, mais la nuit suivante, elle dormit plus près du feu. Une semaine passa, puis une autre. Le voisin commença à parler. « Qui est la fille ?» demanda Hank Sutter, s'arrêtant au puits avec son cheval. Jessie répondit par un regard. « Ça ne te regarde pas », dit Sutter en haussant un sourcil. « Je ne dis pas que c'est le cas, c'est juste étrange. »« Étrange ne veut pas dire faux », dit Jessie avant de s'éloigner. Au cours de la 3e semaine, elle commençait à peine à fredonner. Seulement quand elle pensait qu'il n'était pas là. Un petit air désaccordé mais stable, comme un oiseau qui apprend à chanter. Jessie fit semblant de ne rien remarquer. Elle ne posa pas de questions sur sa femme. La tombe derrière la grange n'avait pas de marqueur, seulement une pierre au bord adouci par les intempéries. Un matin, la fille laissa une fleur là. Un seul danois écrasé et sec de saison, mais placé délicatement. Plus tard, il demanda « Quelqu'un te manque ?» Elle ne répondit pas, mais cette nuit-là, elle murmura « J'avais un frère ». Elle n'en dit pas plus. Le printemps essayait de s'installer. La neige avait disparu de la crête et les oiseaux étaient revenus, leurs cris résonnant à travers les peupliers. Un matin, elle trouva un œuf de rouge-gorge cassé dans l'herbe. Elle le ramassa et le ramena à l'intérieur, berçant la coquille bleue comme si elle était en verre. Jessie la regardait depuis le porche et pensait qu'elle aussi était brisée. Mais elle gardait toujours les choses douces. La première fois qu'elle rit, c'était par accident. Jessie avait brûlé le pain de maïs, noir comme du charbon. « Ce pain est mort en vain », marmonna-t-il dans sa barbe. Elle essaya de garder son sérieux, mais un reniflement s'échappa avant qu'elle puisse l'enterrer. Puis elle se figea, la main plaquée sur sa bouche. Jessie ne rit pas en retour, mais il sourit. « Il était temps, » dit-il. « Je pensais que tu avais peut-être oublié comment faire. » Elle baissa la tête, souriant toujours derrière sa paume. Ils n'eurent qu'un seul visiteur ce mois-là, un bricoleur de pièges qui avait autrefois joué aux cartes avec Jessie dans des jours meilleurs. Il remarqua tout de suite la fille. « Aide embauchée ?»« Non, » dit simplement Jessie. L'homme grogna. « Ce n'est pas ton genre non plus. » Jessie se tourna vers elle. « Entre, s'il te plaît. » Elle obéit. Quand l'homme regarda en arrière,
La voix de Jessie était de fer. « Tu ne demandes plus rien d'elle. Elle ne me regarde pas. » Exactement. Cette nuit-là, elle resta assise à table plus longtemps que d'habitude. Finalement, elle demanda « Veux-tu me revendre ?» Jessie cligna des yeux. « Quoi? Des hommes prennent des filles et les revendent. C'est comme ça que ça marche. » Il posa son café. « Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Elle pencha la tête. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il chercha ses mots, prit son temps pour les trouver. « Je crois avoir vu quelqu'un se noyer. Et peut-être que moi aussi, alors je t'ai sorti de là. Et toi? » Il marqua une pause. « Tu m'as tiré aussi. » Elle ne répondit pas, mais ne reposa pas sa question. La 12e nuit, elle lui tendit un papier plié. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Mon nom. Tu m'as déjà dit que ce n'était pas le vrai. » Il déplia le papier et découvrit des lettres tremblantes et petites, mais écrites comme une promesse. Lena. Jessie resta silencieux pendant un long moment, se contenta d'acquiescer. « Bon, Lena. » Elle rayonnait comme si on lui avait donné la permission d'exister. Le lendemain matin, Lena apporta du petit bois, versa du café et dressa 2 assiettes sans qu'on lui dise. Quand Jessie s'assit, il trouva une tranche de pain chaud dans son assiette. Pas de lui, d'elle. Elle le regarda prendre la première bouchée. Il mâcha lentement, leva les yeux et haussa un sourcil. « Un peu sec, » sourit-elle. « Tu ne t'es pas plaint du mien. » Il rit pour la première fois depuis le décès de sa femme. Dehors, le vent portait le chant des oiseaux à travers les collines. À l'intérieur, le feu brûlait sans interruption. Et pour la première fois depuis des années, Jesse James ne prit pas son petit déjeuner seul, ni dans son ventre, ni dans ses os. Le vent devint violent le matin de leur arrivée. Jessie comprit que quelque chose n'allait pas avant même que la poussière ne s'élève sur la route. Les oiseaux se turent. L'air prit cette sensation d'attente pesante, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Il coupait du bois lorsque le chien grogna bas et régulièrement, les oreilles couchées. Jessie se redressa, s'essuya les paumes sur son pantalon et regarda vers l'est. 3 cavaliers avançaient lentement, du genre de lenteur qui signifiait qu'ils n'avaient pas besoin de se presser, car ils s'attendaient à ce que tout le monde le fasse. Lena était à l'intérieur, en train de laver des haricots. Elle ne les avait pas encore vus. Jessie ne l'appela pas. Les hommes mirent pied à terre avant d'atteindre le portail. Le premier portait un col de pasteur, raide et propre malgré la course. Son regard était dépourvu de toute bonté. Le deuxième portait un insigne de policier, une moustache de travers, taillée trop proprement, et le troisième, eh bien, Jessie n'avait pas besoin de le nommer. Ses yeux suffisaient, perçants, froids et étroits. Il avait le sourire narquois des joueurs, même mâchoire d'ailleurs. « Bonjour », dit Jessie d'une voix égale. Le pasteur s'avança. « Monsieur Boone, c'est exact, je suis le révérend Hatch. Voici l'adjoint Slater. Et cet homme, c'est monsieur Caleb Dawes. » Jessie hocha lentement la tête. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Caleb Dawes cracha dans la poussière. « Mon frère vous a vendu quelque chose qu'il n'avait pas le droit d'acheter. » Jessie ne sia pas. « Il m'a vendu un mensonge. La fille l'était enchaînée à un poteau derrière le saloon. Je lui ai donné de l'argent pour la libérer. » L'adjoint Slater s'éclaircit la gorge. Cette pièce n'absolvait rien. Légalement, sa propriété a été réglée par un pari. Il y a des papiers. Elle, ce n'est pas une mule, dit Jessie, c'est une enfant. Le révérend Hatch joignit les mains comme pour prier, mais ses mots étaient secs. Nous ne sommes-t-on pas ici pour discuter de philosophie? Vous hébergez des biens volés sous votre toit. À moins que vous ne fournissiez une preuve de tutelle, l'enfant vous sera rendu. Jessie sentit une lueur sombre lui traverser les côtes. Pas de rage, pas encore. Juste la froide certitude que ces hommes étaient venus avec une décision bien arrêtée. Elle est plus en sécurité ici que partout ailleurs. Elle mange, dort, n'est pas enchaînée, n'a pas peur. Ça ne rend pas la chose légale, dit l'adjoint. Lena était montée sur le porche sans un bruit. Ses cheveux étaient étressés, ses manches retroussées, son tablier maculé de fleurs. Elle paraissait petite dans l'embrasure de la porte,
mais elle se tenait comme une pierre. Le regard de Caleb se posa sur elle et s'étira en un sourire qui retourna l'estomac de Jessie. « Léna, » dit doucement le pasteur, « viens ici maintenant. Nous te ramènerons à la maison. Cet homme a fait sa part. » Elle ne bougea pas. « Ma fille, » gronda Caleb, « tu appartiens à notre famille. On te l'avait promis. » Jessie s'interposa entre eux. « Elle ne partira pas. » La main de l'adjoint Slater tressaillit près de sa hanche. « Tu es sûr de vouloir officialiser ça, Boone? Tu veux vraiment que ce soit enregistré comme obstruction à la loi? » Jessie jeta un coup d'œil à Léna. Son regard n'était plus effrayé. Il était dur. Il disait qu'elle n'avait plus besoin d'être sauvée. « Tu as 7 jours, » dit Jessie. « Reviens avec les papiers ou ne reviens pas du tout. » La mâchoire du révérend Hatch se serra. Le Seigneur désapprouve l'obstination face à la justice. Jessie ne répondit pas. Les 3 hommes remontèrent en selle. La poussière les engloutit aussi vite qu'elle les avait amenés. Mais la tension ne disparut pas avec leurs chevaux. Léna parle la première. « Ils reviendront, n'est-ce pas? » « Oui. Puis on a 7 jours. » Elle se retourna et rentra à l'intérieur comme si elle venait de l'ajouter à la liste. Entre nourrir les poules et balayer la véranda, Jessie n'arrivait pas à dormir. Il était assis dans le fauteuil à bascule près du feu, regardant les flammes bondir comme des cœurs nerveux. Il pensait à sa femme, à sa douceur, à la façon dont elle avait apaisé les choses avec du thé et du silence. Léna ne lui ressemblait pas, et c'est peut-être ce qui lui donnait l'impression d'être quelque chose de nouveau, pas un remplacement, une confrontation. Léna veillait également, lisant un vieux livre sur lui, articulant les paroles sans les chanter. À un moment, elle murmura « S'ils reviennent me chercher, que feras-tu » Il ne la regarda pas, se contentant de dire « Ça dépend de la force avec laquelle tu cries ». La semaine passa trop vite. Jessie télégraphia une lettre à un avocat de Junction Bluff, un vieil ami de l'armée qui lui avait autrefois dû une faveur. Mais la loi était lente ici, plus lente que les chevaux. Il savait qu'il ne fallait pas espérer avoir les papiers avant la date limite. Le 4e jour, il apprit à Léna à tenir le fusil. « Non pas pour tirer sur qui que ce soit, » dit-il, « mais pour sentir le poids, pour savoir qu'on n'est pas impuissant. » Elle hocha la tête et le berça comme un veau nouveau-né, sans crainte, avec précaution. Le 5e jour, ils reconstruisirent ensemble une partie de la clôture. Ses mains étaient couvertes d'ampoules. Elle ne se plaignit pas. Le 6e jour, elle demanda à dormir dehors juste une nuit pour savoir quoi faire si elle devait s'enfuir à nouveau. Jessie étendit une couverture à côté d'elle sous les étoiles. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le 7e matin arriva, pâle et sans vent, le genre de calme qui n'apparaît qu'avant que quelque chose ne se brise. Un chariot craqua sur la route juste après le lever du soleil. Ni la loi, ni le pasteur, c'était une femme. La peau noircie par le soleil, les yeux enfoncés, la voix rauque comme du gravier. Elle descendit lentement, s'appuyant sur une canne sculptée. Quand elle vit Léna, elle laissa tomber la canne. « Maman !» murmura Léna d'une voix à peine plus forte qu'un souffle. Jessie se figea. La femme n'avait pas plus de 30 ans, mais elle paraissait avoir 60 ans de chagrin. Elle tomba à genoux devant Léna et la serra si fort que la jeune fille en haleta. « Je te croyais morte !» s'écria la femme. « Je leur ai dit que je reviendrais. Je leur ai dit de ne pas te faire de mal. Ils m'ont vendue, » dit Léna doucement. « Je sais, » s'étrangla sa mère. « Je suis revenue, mais ils m'ont dit que tu étais partie. Ils ont menti. » Jessie s'éloigna, incertain de sa place à cet instant. Mais Léna se tourna vers lui. « C'est ma mère. » Il hocha la tête. « Je m'en doutais. » Sa mère se tenait sur ses jambes tremblantes. « J'ai trouvé une cabane près de Cotton Bend. Pas grand-chose, mais elle est à nous. Je suis venue la ramener à la maison. » Jessie l'observa. Robe en lambeaux, chaussures fines, bras meurtris, on aurait dit un fantôme essayant de se rappeler comment vivre. Léna leva les yeux vers lui, attendant.
Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Léna s'approcha de sa mère, lui prit la main, puis se tourna vers Jessie. « Veux-tu venir avec nous ?» Il cligna des yeux un instant. « Aide-nous à sécuriser l'endroit. » Il avait la gorge serrée. « C'est votre maison ?» Elle s'avança, referma sa petite main sur la sienne, usée par les intempéries. « C'est la vôtre aussi, » dit-elle. Le chariot partit vers midi. 3 âmes, une seconde chance, et quelque part sur le sentier derrière eux, les paroles des prêcheurs s'éparpillèrent dans la poussière, sans signification. Mais le son d'une fille appelant un homme « famille » pour la première fois résonnerait à travers les plaines pour toujours. Ils avançaient lentement, non pas parce que la mule était fatiguée, mais parce que la confiance prend du temps et personne ne voulait l'effrayer. La route de Cotton Bend serpentait à travers le pays des broussailles, où les arbres poussaient bas et noueux, accrochés à la terre rouge comme s'ils avaient survécu aux tempêtes qui tentaient de les arracher. Léna était à l'arrière du chariot, une couverture sur les épaules, et sa mère endormie à ses côtés, la tête penchée, la bouche ouverte d'épuisement. Jessie marchait à côté du mulet, la main sur la rêne, ses bottes traînant légèrement dans la poussière. Il n'avait pas prévu d'aller aussi loin, mais quand Léna demanda, il ne pouvait pas dire non. Il n'avait jamais vraiment pu, plus depuis cette nuit où elle avait murmuré « Ne m'enferme pas dans la grange ». La cabane apparut au coucher du soleil, une structure au toit inclinée adossée à une crête rocheuse, des murs rapiécés de tôle et de bois ayant traversé trop d'hivers. La fumée d'une minuscule cheminée montait, paresseuse et bleue. Un moulin à vent penché grinçait non loin, et une odeur de sève de pin flottait dans l'air. « C'est tout ?» demanda Jessie. Léna hocha la tête, mais sa mère, Mara, fixait le vide comme si elle se souvenait de chaque breuvage qu'elle avait bu entre ses murs. Ils atteignirent la porte. Elle grinça en s'ouvrant, révélant une étagère, quelques bocaux, une table et un lit. Jessie remarqua un dessin d'enfant accroché au mur. Une femme, une fille, une maison rouge. Le rouge avait coulé comme un vieux souvenir. « Elle l'a gardé ?» murmura Léna. Sa mère sourit faiblement. Jessie alluma un feu avec soin. Il parlait peu, respectant le silence de cette maison. Ce soir-là, Léna prépara des haricots et du pain. Sa mère, somnolente, murmura que le pain sentait la maison. Jessie dormit dehors. Le matin, une odeur de fumée le réveilla. Pas de cuisine, un feu de forêt. Il vit la crête à l'ouest briller d'orange. Léna, pieds nus, observait l'horizon. « Ça bouge », dit-elle. Jessie confirma. S'il traverse le canyon, il atteindra leur cabane avant la nuit. « On court », dit-il. Mais Léna regardait le hangar. « Les affaires de maman ?» Jessie répondit « Ça ne vaut pas ta vie. » Elle insista. Il céda, ouvrit le hangar, prit ce qu'il put et revint tandis que les cendres tombaient. Ils fuirent. Le feu avalait la vallée, vivant, furieux. Au bord d'un ruisseau, ils campèrent. Léna à Jessie. « Je croyais que venir ici nous guérirait. Le feu brûle ce qui est mort, pas ce qui vit. » Elle hocha la tête, pensive. Le lendemain, ils revinrent à la cabane. Noircis, effondrés, mais un livre survécut. À l'intérieur, son dessin. Léna sourit. « Le feu n'a pas tout pris ? Loin de là ?» dit Jessie. De retour au ranch, la clôture avait disparu. Traces de bottes, meubles brisés, le mot « voleur » sur la porte. Léna toucha les lettres. « Ils veulent nous faire peur ?» Elle ne tremblait plus. « On ne fuit plus » dit-elle. Jessie acquiesça. Ils commencèrent à reconstruire. La nuit, ils montèrent la garde. À l'aube, Hank Sutter frappa. Il apporta des clous. « On a besoin de mains pour réparer » dit-il. D'autres voisins vinrent. Personne ne posa de questions. Ils aidèrent. Au crépuscule, Caleb arrive, provocateur. Jessie avança, calme. Léna descendit du porche et gifla Caleb. « Tu n'as pas le droit de parler de ma mère » dit-elle. Caleb partit, vaincu. Ce soir-là, autour du feu, Léna demanda « Tu crois que je suis encore brisée ?» Jessie lui tendit un vieux couteau. « Ce n'est pas être brisé qui compte, mais ce qu'on fait après. »
Avec le temps, on oublia comment elle était arrivée. On se souvenait de son pain, de sa force. Plus tard, elle revint avec son propre nom sur le registre. On l'appelait Boone. Et cette histoire, ce n'est pas juste un sauvetage, c'est ce qui vient après. Parfois, celui que vous sauvez est celui qui vous sauve.